On est ici avec l'association Second Souffle. Je vais laisser la parole à Dimitri Pivot qui va nous expliquer un peu plus précisément ce que propose l'association Second Souffle au sein du portail du rebond. Ça sera, oui, certainement micro puisque voilà, ça sera plus simple, on le disait. Alors, je vais juste préciser en introduction puisque votre discours n'en a pas fait mention, mais si vous avez créé, comme Bruno Delcamp le disait, bien sûr, cette implication dans les associations qui font partie du portail du rebond sont souvent, ont pour origine, bien sûr, des difficultés rencontrées à titre personnel. Et Dimitri Pivot, alors vous étiez, en 2 mots, dirigeant d'une société de fabrication de meubles pour enfants, et ça c'était il y a quelques années, ça, oui ? Entrepreneur, dirigeant, entrepreneur, fondateur, absolument, tu fais bien de le préciser. Et puis, voilà, au bout de quelques années, une entreprise qui fonctionne très très bien, la volonté de passer un peu en franchise, hein, c'est ça, et puis là, des difficultés, ça ne fonctionne pas, et donc on est à l'arrêt complet. Et là, dans la région du Berry, qui est votre lieu de prédilection, enfin votre berceau, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas grand-chose qui existe à ce moment-là, il y a quelques années, pour accompagner, justement, vous accompagner et accompagner d'autres chefs d'entreprise qui peuvent se retrouver dans cette difficulté. Et là, vous créez, avec votre épouse, hein, ça on le précise, l'association Second Souffle. Et voilà, ça fait quelques années que cela existe avec cet événement, en l'occurrence aujourd'hui, qui est porté par vous. Je vous en prie. Merci Frédéric. En effet, comme l'a souligné Frédéric, et comme je soulignais tout à l'heure, j'ai créé l'association Second Souffle avec mon épouse, parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'époque, il y avait une seule association, il faut le préciser, qui œuvrait sur le rebond des entrepreneurs, c'était Recréer, mais qui était parisienne. Donc de là, l'idée a été de faire le constat simple, il n'y a rien pour aider les entrepreneurs à rebondir. On parle souvent de la solitude de la création d'entreprise, de l'entrepreneur lorsqu'il souhaite créer son entreprise, mais c'est rien par rapport à la solitude de l'entrepreneur qui malheureusement s'est planté. De là est née l'association avec des amis entrepreneurs, des élus locaux, etc. Et puis aujourd'hui, l'association Second Souffle, qui est une implantation nationale à Paris, Lille, Rennes, Lyon, Clermont-Ferrand et prochainement Strasbourg, Marseille et Bordeaux. Voilà. Et puis, je suis content d'intervenir à cette table ronde personnellement parce que l'année dernière, on avait fait 2 tables rondes séparées. On avait dit rebondir via l'entrepreneuriat et rebondir via le salariat. Puis je crois qu'en fait, il faut tout simplement réussir son rebond. C'est pas rebondir par ou avec, c'est réussir son rebond. Et donc pour cela, j'ai fait venir donc 2 témoins qui ont merveilleusement rebondi. Et on va comprendre pourquoi ils ont rebondi. Il faut que ce soit inspirant. Hein, on va comprendre qu'un rebond est méthodologique. Hein, et on parle souvent de psychologie. Chez Second Souffle, on parle souvent de méthode méthodologique. On se vend comme un produit. Et puis, je suis content d'accueillir aussi cette table ronde 60 000 rebonds qui œuvrent au sein du portail du rebond, comme Recréer, comme Apesa, comme Amarok, SOS Entrepreneur. Et donc 60 000 pour le rebond post-difficulté. Et Recréer également, oui. Et Recréer, tout à fait, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai pas l'habitude de dire, et maintenant, on va taper dans le dur, j'ai pas l'habitude de dire que la meilleure façon de rebondir, c'est de pas se planter. Alors, ça fait rire tout le monde quand je dis ça, parce que c'est un peu enfoncer une porte ouverte, et c'est pourtant la simple vérité. C'est-à-dire que moi, je suis pas un grand fan de l'échec. Quand on m'explique qu'il faut avoir s'être planté 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour être un entrepreneur aguerri, certainement, ça c'est vrai. Mais quand on a bien rebondi et qu'on est très à l'aise. Mais quand on est les 2 pieds dans le dur, moi ça me nourrit pas. Qu'on m'explique qu'il faut s'être planté pour rebondir. Parce qu'il y a un moment donné, je dois payer mon caddie. On arrive à Noël et je dois payer les cadeaux des enfants. Je dois payer mon loyer. Donc qu'on m'explique lors de conférences que de s'être planté, c'est riche d'enseignement, c'est vrai. Mais quand on est en situation de confort. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire que la meilleure façon de rebondir, c'est de ne pas se planter. Et c'est pour ça que cette journée, elle est dédiée aussi bien aux entrepreneurs au rebond qu'aux primo-entrepreneurs. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'il
Il y a vraiment un travail de prévention. Pierre Pelouzet était là tout à l'heure, le médiateur national des entreprises. Il y a aujourd'hui toute une caisse à outils disponible, que ce soit dans l'associatif, que ce soit au niveau des services de l'État, et au niveau des organismes d'ailleurs privés, avocats bénévoles, etc., qui peuvent permettre à certains chefs d'entreprise en difficulté d'éviter la faillite. Voilà. Et ça, il fallait le souligner. Et donc, la meilleure façon de ne pas se planter, eh bien, c'est tout simplement d'être, à nos yeux, second souffle, d'être bien informé et bien accompagné. Et c'est le travail que l'on veut vraiment faire aujourd'hui. C'est-à-dire que informer et accompagner, de façon à éviter ces fameuses difficultés. À l'inverse, on demande aussi aux entrepreneurs en difficulté de jouer la transparence, c'est-à-dire de ne pas attendre la dernière minute pour tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que quand on est en difficulté, il n'y a pas de honte à être en difficulté. Parce qu'il n'y a pas de honte à être entrepreneur, il n'y a pas de honte à avoir osé. Et quand on ose, on ne réussit pas à tous les coups. Donc quand on est en difficulté, on va voir un organisme, des services de l'État pour vous aider et vous permettre de repartir du bon pied. Voilà. Donc pour cela, second souffle, donc, comme je disais tout à l'heure, une implantation nationale. Et puis on a créé donc des outils, ce qu'on appelle nous les jeudis du second souffle. Tous les premiers jeudis de chaque mois, dans chaque ville de France où nous sommes implantés, nous organisons donc ces fameux jeudis du second souffle où on se réunit pour partager avec les bénévoles, les entrepreneurs en rebond qui sont déjà venus nous voir et qui reviennent nous voir avec des primo-visiteurs, enfin des primo-participants, et de partager sur cette difficulté de l'échec entrepreneurial. Mais la difficulté, c'est pas le bal des gueules cassées. La difficulté, c'est simplement d'expliquer que, ok, on s'est pris les pieds dans le tapis, mais que demain on va se relever, et on va se relever rapidement avec nos outils. Voilà, toujours pareil. Et puis ensuite, c'est une méthode. Donc je parlais de méthodologie tout à l'heure, c'est une méthode 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on a 3 ateliers. Le premier atelier, c'est reprendre confiance. Bon, ok, on s'est pris les pieds dans le tapis, on a les casques qui ne sont pas trop alignés, on va les raligner. Mais on ne va pas passer 15 jours à les raligner. Il y a un moment donné, on était entrepreneur, donc on va taper dans la butte, et on va y aller. Et puis le deuxième atelier, c'est optimiser son CV, parce qu'on s'est rendu compte dès la création, d'ailleurs, de Second Souffle, que beaucoup d'entrepreneurs en difficulté, contrairement à ce qu'on peut penser, ne rebondissent pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais rebondissent d'abord dans le salariat, pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, il faut encore une fois payer le caddie. Il faut le remplir, le caddie. Donc la source de revenus la plus rapide, c'est bien souvent le salariat. Même si ça ne correspond pas forcément aux attentes immédiates. Mais ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est que lorsque l'entrepreneur a rebondi psychologiquement, familialement et financièrement, son ADN est toujours là, hein, on est bien d'accord, et il repart assez souvent dans l'entrepreneuriat. Et puis... en mode conclusion. En conclusion ? En conclusion, je pourrais... C'est vrai que... Mais, tu as raison, Alors, Frédéric. Il m'a dit, écoute, si on ne respecte pas le timing, tu ne seras pas payé. C'est exact. En conclusion, second souffle, on vous met à disposition des experts bénévoles, avocats, experts comptables, pour ceux qui ne pourraient pas financer ces difficultés en amont. On vous met toute une batterie d'outils en aval pour retrouver un job, prendre des rendez-vous, etc. Et puis on vous met surtout ces journées aujourd'hui à Paris. Demain, aujourd'hui à Paris en décembre. En 2019, il n'y aura pas une journée à Paris, il y aura 3 journées en France. Il y aura donc au mois de juin la 5e édition donc à Lille, le 6 juin. Le 10 octobre, il y aura une 6e édition à Lyon. Et puis au mois de décembre, j'espère que le président Restineau nous invitera à nouveau pour une 3e édition en 2019. Voilà. Qui est encore une fois à destination et au service des entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup, Dimitri. Alors, Guillaume Mullier, vous êtes vous-même membre du Portail du Rebond avec l'association 60 000 rebonds. Exact. Et alors, quelle est la spécificité de cette association? Puisqu'on a parlé d'SOS Entrepreneurs, à l'instant de Second Souffle, comment vous répartissez un petit peu le travail, j'allais dire, entre guillemets? Plusieurs éléments. Le premier, nous ne nous occupons que d'entrepreneurs post-liquidation. Nous ne sommes pas sur le segment avant. On a fait le choix de se spécialiser
dans le rebond post-liquidation, qui est une façon d'accompagner les entrepreneurs, même si, bien entendu, on souhaite que ce nombre diminue. Hein, je n'aime pas l'échec, et la meilleure manière de ne pas l'aimer, c'est néanmoins de l'accepter. L'accompagnement que nous faisons est un accompagnement en plusieurs temps. Le premier, c'est de recevoir des entrepreneurs qui sont comme des boxeurs KO. Hein, c'est sûr, quand on sort de cette liquidation, on est KO. Et on les accompagne en les remettant en énergie. Cette remise en énergie se fait de manière simple par du collectif. Quand on est 10 autour de la table, avec 9 autres qui ont aussi liquidé leur entreprise, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et on se rend compte que les autres, en plus, qui sont là depuis un certain temps, sont en train de repartir. Donc ça remet de la confiance, de l'énergie et aussi de retrouver de nouveaux amis quand on a perdu son réseau. Cela est bien d'être en énergie, mais pas suffisant. Derrière, il faut, un peu comme si on a une plaie ouverte qui est pleine de pus, il faut la nettoyer. Et ça, c'est un travail qui est fait avec un coach, des coachs professionnels qui sont spécialistes donc, du coaching et qui vont accompagner les entrepreneurs là chez nous. Nos clients, entre guillemets, sont pas nommés des entrepreneurs en faillite, mais des entrepreneurs en rebond, hein, des EER. Il faut s'habituer, si vous venez, c'est le jargon. EER, c'est en rebond. EAR, c'est ayant rebondi. Alors, donc, il y a un travail de 7 séances de coaching pour comprendre pourquoi on s'est cassé la gueule. Et essayer de l'analyser, parce que si on ne l'analyse pas, d'abord, on portera ça sur son cœur encore pendant 15 ans. Et moi, les entrepreneurs qui ont liquidé leur boîte, qui n'ont pas fait ce travail, ils ont encore cette souffrance de nombreuses années plus tard. Donc, il est important de faire ce travail. Et ensuite, pour éviter de retomber. Hein, si je n'aime pas l'échec, il faut quand même l'analyser pour en tirer la quintessence et pouvoir, à ce moment-là, recommencer en évitant la même erreur. Alors ça, c'est un premier pan de l'accompagnement, ce sont des coachs. Un deuxième, ce sont des parrains. Les parrains sont d'autres entrepreneurs qui vous accompagnent, qui accompagneront l'EER pendant 24 mois. Et plus sur l'aspect matériel, plus sur l'aspect projet. Va pas trop vite pour repartir, construis ton projet, sachant qu'on accompagne de la même manière des rebonds salariales ou des rebonds entrepreneuriales. C'est à peu près 50-50. Suite au coaching, certains se disent finalement je me rends compte, j'ai pas envie de repartir dans l'entrepreneuriat, ou finalement je suis peut-être pas fait, je suis peut-être intrapreneur mais pas vraiment entrepreneur, et donc on va s'orienter naturellement vers le salariat. Encore faut-il trouver des jobs qui soient sympas, et on va faire un comité RH avec là aussi des entreprises qui nous soutiennent, ou bien au contraire, je supporte pas d'avoir un patron. Et je crois que ça fait partie aussi du gène quand on est entrepreneur, de la motivation importante. Et à ce moment-là, on va accompagner l'entrepreneur vers un projet de rebond entrepreneurial. De la co-création, de la solidarité, de la bienveillance, de l'engagement, du professionnalisme, mais de la proximité aussi. Alors ici, je vous êtes sur Paris, c'est simple, tout est proche. On est néanmoins sur Paris avec 2 antennes sur Paris, une à Versailles, une à Cergy, et on pense ouvrir Évry, puis on travaille aussi sur d'autres tribunaux qui sont partenaires. Mais sinon, on est sur plus de 25 villes en France. C'est à peu près 1000 bénévoles aujourd'hui qui accompagnent 700 EER, entrepreneurs rebond. Alors au-delà de ces parrains, les parrains peuvent faire appel aussi à des experts. Un entrepreneur, je ne suis pas spécialiste du business plan, je peux faire appel à un expert comptable ou je peux faire appel à un avocat. On va aider aussi les entrepreneurs avec les problématiques de caution personnelle qu'ils peuvent avoir, quand c'est possible. Un certain nombre de choses qui sont assez pratiques dans leur ensemble. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume, pour 60 000 rebonds. Association également, donc vous le disiez, bien représentée en France. Je vais accueillir maintenant Pierre Moret. Alors rapidement, vous avez 52 ans et vous avez été donc salarié chez Bouygues pendant une vingtaine d'années. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Vous me dites si je fais des erreurs. Et en 2011, vous reprenez une entreprise de fabrication et de pose de véranda. Voilà, à Paris, à Lyon, 35 personnes, et ça durait à peu près 7 ans. Mais après, à cause de nouvelles mesures fiscales, et notamment la refiscalisation des heures supplémentaires, la supertaxe sur les hauts revenus, en plus un coup de frein sur l'agence de Paris, 4 personnes s'en vont, le responsable fait un burn-out et la société ferme ses portes. Et donc là, vous rencontrez, alors là c'est assez étonnant, assez rapidement Dimitri, et vous liquidez, je crois, le 8 février et vous rencontrez Dimitri le 20, m'avez-vous dit.
Et donc, cette chute, vous m'en parliez, était rapide, brutale. Vous perdez beaucoup. Enfin, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Alors, comment vous rebondissez, puisque c'est le thème de cette table? Oui, donc c'est vrai que c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que ça a été réglé, cette affaire. C'est une entreprise qui existait depuis 20 ans, que j'avais dirigée pendant 7 ans. Ça a été réglé en moins de 2 mois. J'ai d'ailleurs, à ce sujet, je m'en excuse auprès de vous, madame, un peu de mal à partager l'enthousiasme général que j'ai entendu sur le rôle des administrateurs judiciaires. Bon, c'est pas le sujet du jour, donc je passe sur ce sujet-là. Quand vous vous retrouvez, donc moi je travaille avec mon épouse, bien entendu, pour faciliter le mécanisme. Donc vous vous retrouvez le jeudi soir en sortant du tribunal et on vous expliquait que ça y est, c'est fini. Donc vous appelez vos salariés en leur disant demain c'est pas la peine de venir travailler parce que ça s'arrête. Il faut ramener les véhicules parce qu'il n'y a plus d'assurance, donc il faut ramener les véhicules sur le parking. Il faut récupérer les quelques affaires que vous aviez dans les bureaux. Parce que moi j'étais parti au tribunal à cette audience en étant sûr qu'il y aurait une prolongation et qu'on avait présenté des éléments pour continuer en plus. Donc tout s'arrête. Moi j'avais des clients qui avaient versé des acomptes, des clients particuliers, parce que je travaille avec des particuliers, avec des acomptes parfois significatifs, plusieurs milliers d'euros pour certains. Alors paradoxalement, ce n'est pas ceux qui ont versé le plus qui souffrent le plus dans ces cas-là, c'est ceux qui ont fait un emprunt pour s'offrir quelque chose dont ils rêvaient depuis des années. Donc psychologiquement, c'est vraiment extrêmement violent. Pour vous dire, moi j'en ai pas parlé à mes parents. J'ai jamais dit pendant 3-4 mois. J'ai rien dit à mes parents. Quand mes parents me demandaient ça va le travail, oui, tu as des affaires, oui, j'ai des commandes, tout se passe bien. Tiens, mais c'est marrant, j'ai pas vu ta voiture depuis longtemps, non, chez le garagiste. Oui, parce que j'avais plus de voiture non plus, parce qu'on n'avait plus une seule voiture. Donc d'une violence incroyable. Alors comment avez-vous fait? Vous rencontrez Dimitri Pivot et là, comment vous mettez en branle le système de rebond justement? Quand vous êtes malade, il faut aller voir le docteur. Et moi, j'étais malade parce que encore une fois, c'est extrêmement violent. Donc mon docteur, il s'appelle Dimitri. Et comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, il m'a écouté pendant 5-10 minutes de manière très courtoise. Et puis il l'a dit lui-même, à un moment il faut taper dans la butte. Donc pour le coup, il a bien tapé dans la butte. Donc il a bien agité en me disant maintenant, c'est quoi, quels sont vos projets, Et donc tout de suite, il m'a fait basculer dans l'après, quoi. Ça sert à rien de reparler pendant des années. À la maison, on n'en parle quasiment plus. Je veux dire, c'était il y a presque 1 an maintenant, mais c'est un sujet qui est passé. Il y a une cicatrice, comme quand. Oui, c'est une blessure. C'est une blessure. Voilà, c'est une blessure, elle est là. Des fois, il y a des choses qui m'y font penser. Je la touche, je la sens. Mais il fallait passer à autre chose, quoi. Donc, très vite, moi, je lui ai dit, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est soit l'entrepreneuriat, soit le salariat. Donc, j'ai poussé les 2 pistes en même temps. Nous avons poussé les 2 pistes en même temps, sachant qu'on n'aurait probablement pas l'opportunité, avec mon épouse, de retravailler ensemble. Et puis, un jour, votre épouse vous dit, voilà, j'ai trouvé une entreprise. Voilà, je répondais à des annonces. Donc, avec le CV que j'avais, cette année, chef d'entreprise, moi, je cherchais un poste de directeur financier. Évidemment, vous n'êtes convoqué par personne. 52 ans, vous avez été dirigeant d'entreprise pendant 7 ans. Enfin, personne ne vous recrute parce que vous êtes potentiellement dangereux. Est-ce que vous allez vous intégrer à une entreprise? Enfin, même si j'avais un CV avant qui pouvait démontrer que personne vous convoque. Pardon. Voilà, donc contagieux, donc dangereux. Donc, on ne prend pas le risque. Par un concours de circonstances assez incroyable, j'avais répondu à une annonce. J'avais évidemment pas été sélectionné. Comme on se levait assez tôt, parce que on fait des économies de sommeil dans ces périodes-là de sa vie. Ma femme le matin me dit, écoute, je crois que j'ai trouvé l'entreprise à laquelle tu as postulé. Je me suis dit, de toute façon, je risque rien. J'ai téléphoné, j'ai eu de la chance. J'ai passé le secrétariat, j'ai parlé directement à la dirigeante, qui m'a dit, mais il y a un cabinet qui s'occupe de ça. Voyez avec eux. Donc j'ai insisté. Bon, à un moment, elle m'a dit, bon, vous avez 2 minutes. Et donc moi, pendant les quelques semaines après mon échec, j'étais allé dans l'association de Dimitri, j'étais allé à l'APEC pour aller faire les ateliers que j'avais fait il y a 30 ans auparavant, pour me remettre dans le circuit. Je n'avais pas fait de CV depuis des années, donc je ne savais plus comment ça marchait. Elle m'a dit, vous avez 2 minutes. Et donc justement, à l'APEC, j'avais un atelier qui s'appelait « Présentez-vous en 2 minutes ». Donc j'avais mon petit papier, là c'était plus facile parce que j'étais au téléphone. Et donc elle m'a reçu. L'entretien a duré 3h30, donc on peut imaginer qu'on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Et j'ai été pris comme ça. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire part de ce que j'ai vécu et puis pour remercier Dimitri parce que, encore une fois, cet entretien qui a été très court, qui a duré une demi-heure peut-être, pas long, mais vraiment, je vous dis, donc, quand je suis rentré dans ma voiture, je me suis dit, bon, ok, il faut tourner la page, il faut passer à autre chose. Et, alors, facile à dire, ça n'a pas été facile à faire. Financièrement, ça a été un désastre absolu, cette affaire. Moi, j'avais mis toutes mes économies dans mon affaire. Donc évidemment, vous perdez tout. Hein. Ça, c'est la règle du jeu, je la connaissais avant. Vous n'avez pas de chômage, mon épouse non plus. Donc il faut tourner la page. Il faut passer à autre chose en se disant, bon,
façon, je ne vais pas rester à pleurer sur mon canapé. Moi, j'ai une femme, j'ai un enfant. J'ai comme tout le monde des charges. Il faut remplir le caddie, il faut payer la voiture. Enfin, Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui en tant que salarié dans cette société dirigée par une femme? Vous êtes directeur financier, c'est ça, hein, de cette PME. Quel est votre sentiment? Parce que vous aviez, je pense, un a priori en vous disant, bah voilà, comment je vais réagir? Moi, ancien chef d'entreprise, repartant comme salarié, est-ce qu'il n'y avait pas une méfiance ou une tendance de votre part de dire, bah, je vais peut-être avoir tendance à prendre un peu le leadership? Est-ce qu'elle n'avait pas non plus des craintes? Et puis finalement, comment ça s'est passé? Des craintes, je pense pas qu'elle en avait tant que ça, puisque sinon elle m'aurait pas pris, elle m'aurait pas reçu, elle m'aurait pas. Certainement, elle m'aurait bien pas sûr. pris. Oui. Après, moi, j'avais parfaitement conscience de mon rôle. Je suis directeur financier, donc je connais le job. Je l'ai fait pendant 15 ans avant d'être entrepreneur. Je reste à ma place. En même temps, je maîtrise un peu les RH, parce que quand on est chef d'entreprise, c'est un gros métier, on y passe pas mal de temps. Je maîtrise la partie, j'ai des connaissances sur la partie commerciale, je sais gérer un site internet. J'ai été chef d'entreprise dans une petite boîte, donc j'ai fait plein de choses. Et c'est ce que je lui ai vendu à l'entretien. Je lui ai dit, moi, je suis pas le DAF qui fait des tableaux Excel dans son bureau, qui sort jamais de son bureau, qui parle pas au commerce, qui comprend rien aux problématiques RH, qui est complètement borné dans son truc, comme parfois ça peut arriver. Je l'ai été avant, donc je sais bien de quoi je parle. Donc je lui ai apporté cette ouverture d'esprit, cette autre chose, tout en lui disant, mais sur ma partie à moi, je suis compétent, je la maîtrise, je sais faire. Parce qu'elle ne cherchait pas un adjoint qui allait l'accompagner sur tous les sujets. Elle cherchait bien un directeur financier. C'est à cette problématique-là que j'ai répondu en lui disant, je suis DAF, mais j'ai aussi d'autres choses. Et donc j'ai été embauché au mois de mai. Donc mon entreprise a été liquidée le 8 février. J'ai été embauché le 22 mai. Donc ça a été rétrospectivement très rapide. Je peux vous dire que les 3 mois, ils sont longs parce que quand on vous dit qu'il y en a pour 3 mois et que vous savez que ça s'arrête, c'est bon. Quand vous démarrez, vous ne savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc ça a été long. Alors Pierre, je vous coupe parce que effectivement le temps nous est compté malheureusement et on dépasse un petit peu le temps prévu. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui des projets? Parce que quand on a été chef d'entreprise, est-ce qu'on se dit ah bon sang, alors bon ok, je remplis le caddie, j'ai un job, j'ai rebondi rapidement, tant mieux. Mais est-ce qu'on se dit pas allez, j'ai envie de recréer, j'ai envie de repartir dans l'aventure? Comme je vous l'ai dit, j'avais un projet de reprise en même temps. Je menais les 2 projets de front. Évidemment, Dimitri l'a expliqué tout à l'heure, le premier qui est sorti, c'était le salariat. Je suis reparti. Encore une fois, j'avais besoin de gagner de l'argent, tout simplement. Donc, l'autre projet n'est pas abandonné, il est en suspens. Et mon épouse, elle, qui est parfaitement consciente qu'elle ne pourra pas repartir pour un certain nombre de raisons dans une entreprise, j'allais dire, normale, elle a remonté une affaire qui a démarré là il y a quelques semaines. Et ce matin, vous voyez, je suis parti de bonne heure. Et elle m'a appelé en me disant, ça y est, j'ai signé mon premier contrat et ça y est, c'est reparti. Donc, c'est quelque chose qui pour nous, ça a été mixte. On a décidé de le faire comme ça. Si j'avais pas trouvé, peut-être que mon projet d'entreprise aurait pris le dessus et je serais reparti. Moi, je m'étais fermé aucune des 2 voies parce que j'avais pas le choix, tout simplement. Super, applaudissements s'il vous plaît pour ce parcours atypique et ce rebond réussi. Alors, je vais faire juste un petit break avec Pauline Huvet parce que vous êtes chargée de communication auprès de la GSC, voilà. Et cette assurance assurance perte d'emploi des dirigeants. Perte d'emploi des dirigeants et des entrepreneurs. Donc, dites-nous un petit peu ce que vous proposez parce que là aussi, c'est un service, j'allais dire, peu connu. Malheureusement. Trop peu connu. D'ailleurs, le monsieur qui vient de témoigner parle bien à la suite de sa liquidation d'entreprise et judiciaire, il n'a pas d'assurance chômage. Or, la GSC existe depuis près de 40 ans. C'est un dispositif qui a été créé par les instances patronales au moment où l'UNEDIC a été créé en se disant il n'existe rien pour les chefs d'entreprise. Donc l'idée, c'est que ce produit, ce dispositif à vocation, entre guillemets, sociale, créé par les entrepreneurs pour les entrepreneurs, permet d'assurer des indemnités en cas de perte de l'emploi du chef d'entreprise pour des raisons économiques. Ça permet en tout cas de rebondir sereinement. Et dans le cadre de cette table ronde, Dimitri le disait, c'est réussir son rebond. Et en tout cas, quand financièrement, on a un matelas qui permet de se poser, même s'il faut y aller, il faut pas revenir trop en arrière. Si financièrement, on peut assurer les crédits, manger et pouvoir
réanticiper quelque chose d'autre, c'est tout à fait plus serein. Et certains risques entrepreneuriaux sont compliqués à anticiper. Un client mauvais payeur, un contexte économique. La risque de perte d'emploi, en tout cas, peut être maîtrisé par une assurance qui vous permettra de toucher une indemnisée pendant 12, 18 ou 24 mois. Donc l'association GSC a pour vocation d'alerter et de sensibiliser les chefs d'entreprise sur ce risque-là et surtout de responsabiliser les tiers de confiance qui travaillent auprès des chefs d'entreprise, leur dire que ça existe, déculpabiliser les chefs d'entreprise. Une fois de plus, c'est pas parce qu'il y a une liquidation judiciaire ou une révocation que c'est de la faute du chef d'entreprise. Et ensuite, l'idée, c'est bien aussi de véhiculer l'image que cette assurance, même si elle n'est pas obligatoire, mais elle est volontaire, n'est pas chère. Alors justement, parce que c'est ce qu'on peut se dire, bah oui, on va prendre une assurance, mais c'est comme toutes les assurances, on dit c'est très utile quand on a un problème, mais sinon on évite de les payer. Alors vous disiez, on peut choisir d'être couvert 12, 18 ou 24 mois, et pour une rémunération entre 55 et 70% à peu près. C'est-à-dire que vous prenez votre revenu, ce que vous déclarez à la fin de l'année aux impôts. Lorsque vous êtes en activité, vous pouvez choisir une indemnité qui va vous indemniser à hauteur de 55 ou de 70%. Alors si on prend un exemple, quelqu'un qui toucherait 40 000 euros par an sur une formule à 55%, donc 55% de 40 000, elle toucherait 22 000 euros divisé par 12, avec une cotisation de 104 euros par mois. C'est une charge pour l'entreprise. 104 euros par mois pour toucher 22 000 euros. Bon, ça vaut le coup, non ? On est basé sur le même style de taux que ce qu'un chef d'entreprise paye en Pôle emploi pour ses propres salariés. Voilà. Alors comment, en un mot, comment on peut souscrire cette assurance auprès de qui ? Alors, nous travaillons avec des intermédiaires d'assurance, donc vos agents d'assurance. Le GAN, Groupama, nos co-assureurs, tout à fait. On a mandaté le GAN qui s'occupe de la gestion du risque. Vous pouvez passer aussi auprès de vos courtiers qui seront de très bons conseils. Et puis sinon, directement aussi auprès de l'association. Même si on n'a pas vocation à vendre de l'assurance, on est quand même immatriculé à l'ORIAS, donc on est habilité à le faire. Voilà. Alors toujours, il faut rester manœuvrant. C'est quoi votre mot de conclusion ? Le mot de conclusion, c'est rester manœuvrant dans la plupart de vos actions, et surtout la perte d'emploi peut se maîtriser avec une assurance perte d'emploi. Le rebond peut être réussi et plus doux. Voilà. Merci beaucoup, Pauline Huvet, pour cette GSC, l'assurance perte d'emploi du dirigeant et de l'entrepreneur. Je vais laisser la parole. Alors, on dépasse un peu le timing, mais on va tenter de le rattraper un petit peu plus tard. Hein, et je ne serai pas payé, je sais. Alors, avec le témoignage d'un nouveau témoin, qui est passé également par Second Souffle, c'est Alexis Vervel. Alors vous avez créé une première entreprise et vous aviez 25 ans. Donc vous créez cette entreprise quasiment au sortir de vos études. Et alors ça s'appelait Weekend Tour, c'est ça, c'est des coffrets cadeaux voyage. Et puis bon, c'est pas vraiment une start-up, mais ça a duré quand même 6 années, de 2005 à 2011. Et puis ça s'arrête. Et vous appelez ça une faillite personnelle à 31 ans. Oui, effectivement, j'ai eu cette chance de vivre une création, une levée de fonds, des millions et une liquidation. Donc des dettes personnelles et un procès aussi qui dure encore ou qui a duré 5 ans ? Oui, qui a duré 5 ans. Parce que vous avez signé les banques, etc. Ça, c'est voilà, à part. Ça, c'est après. Donc effectivement, 31 ans, c'était un peu compliqué puisque on parle de rebond, donc je rebondis comment voilà, bon, on perd tout, ça on en a parlé, c'est compliqué, etc. Et puis après on passe à la phase 2, il faut que j'arrive à rebondir, sauf que moi j'avais jamais travaillé pour une entreprise et surtout je n'avais même jamais imaginé ni dans quel secteur ni dans quel métier, puisqu'on imagine bien que je faisais tous les boulots qu'on peut trouver dans l'entreprise. Donc je n'avais pas du tout envie de me cantonner à un seul métier, donc j'étais dans une forme d'impasse et c'est dans ce sens-là que je considérais que c'était une faillite aussi personnelle, parce que c'était très compliqué à la fois financièrement puisqu'on a des dettes, les banques et compagnie. Donc déjà on se demande comment financièrement s'en sortir et puis ensuite quel est l'avenir. Donc moi, ma solution à ce moment-là, c'était de partir. Voilà, c'était d'abord j'ai créé un blog sur l'échec entrepreneurial à l'époque. Donc ça m'a permis de parler de tout ça et
voilà, d'échanger et de quelque part de faire ce que l'association fait aujourd'hui, sauf qu'à l'époque ça n'existait pas. Donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont appelé, etc. Donc tout ça c'était assez agréable. Et puis ça permettait de comprendre ses erreurs, etc. C'était un peu une psychanalyse, un peu, voilà, exactement. Un déversoir, un peu, enfin voilà. Et en même temps capitaliser sur l'échec pour en faire une force. Et ensuite, je suis parti prendre l'air parce que j'étais un peu fatigué. Donc, je suis parti à l'étranger. Je suis parti vivre au Canada. Ensuite, je suis parti au Vietnam. Et ça, à chaque fois, c'est pas pour prendre des vacances parce que au Canada, vous êtes conseiller financier. Au Vietnam, vous créez aussi une société. Non, j'y vais avec un objectif éventuellement de vie, voilà, donc quelque chose d'assez ouvert. Encore une fois, quelque chose d'assez entrepreneurial finalement, parce que j'y allais pas avec une entreprise qui m'a dit, bah viens, j'ai un boulot pour toi. Donc, j'y suis allé, le couteau entre les dents. Donc à refaire mon trou à chaque fois, à voir toutes les institutions, à faire du réseau et à trouver un job au Canada et à monter une nouvelle affaire au Vietnam. Et comme vous dites, vous êtes assez opportuniste en fait. Vous êtes prêt à sauter sur toutes les occasions qui s'offrent à vous. Ouais. Et puis bon, à un moment donné, 35 ans passés, donc je suis rentré quand même. Il était temps de rentrer. Et là, par contre, je suis repassé par le salariat. Tout simplement pour me remettre financièrement parlant, voilà. Donc, parce que Paris ça coûte cher, donc il faut quand même rentrer des ronds. Donc il fallait poser un petit peu les valises. Enfin, vous en aviez un peu. Voilà, vous aviez fait le tour un petit peu, vous aviez pris l'air, et puis là, la volonté de se poser, puis même à titre vraiment perso, et puis de fonder peut-être une famille, etc. Voilà, de se sédentariser. Sédentariser. Depuis j'ai un chien, oui, je peux pas faire mieux. Oui, parce qu'en plus votre voyage, en fait, il a causé aussi, de fait, un éloignement. Vous avez quitté les amis, vous avez quitté les contacts, etc. Donc vous étiez un petit peu. Quand on revient, il faut rebâtir tout ça, il faut tisser un petit peu de nouveaux liens. C'est tout à fait juste, effectivement. On perd un petit peu son réseau, ses amis, tout ça quand on part quelques années. Donc ça prend un peu de temps avant de rebondir à ce niveau-là aussi. Alors, en 2017, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour moi, le rebond, la notion de rebond, elle n'est pas forcément sur le plan financier. On peut considérer qu'une fois qu'on est relativement confortable, c'est-à-dire nos besoins primaires sont assurés, c'est pas pour autant que je me considérais comme ayant rebondi, au sens propre du terme. Pour moi, le rebond, ça a été de refaire quelque chose que j'aime vraiment, c'est-à-dire de repartir dans l'entrepreneuriat, de remonter une boîte avec un produit, un service et des process qui me plaisent, qui sont en phase avec moi-même. En fait, c'était vraiment été ça le sujet. Et j'ai eu la chance de découvrir la réalité virtuelle qui a vraiment eu un effet important chez moi. Et je me suis lancé dans cette aventure après avoir travaillé 2 ans pour une start-up qui m'avait proposé un job intrapreneurial. Donc ça a été un peu ça m'a permis de faire le pont avec le salariat. Et vous créez donc VR Academy, qui est une société de production audiovisuelle avec la réalité virtuelle comme point d'accroche, et puis la vidéo 360 degrés. Et vous faites aussi de l'organisation événementielle. Tout à fait. On fait beaucoup d'animations événementielles pour des salons, pour des séminaires, des team building pour les sociétés. Voilà. D'accord. Comment ça se passe aujourd'hui ? Vous êtes pleinement heureux, satisfait, épanoui dans votre nouveau job ? Ici, à Paris, sédentarisé, sans trop bouger ? C'est la fin de l'année, donc je suis un peu fatigué, beaucoup de travail, mais je suis content d'être fatigué, voilà, parce que c'est que ça se passe bien et que... Déjà 250 000 € de chiffre d'affaires la première année, donc ça va. La première année, c'est bien, voilà, on a démarré doucement. Et puis il y a aussi par rapport à ma première boîte où c'était un marché qui allait très vite, il fallait lever des fonds, etc. Voilà, je fais les choses aussi avec un peu plus de détente, un peu plus en ayant des garde-fous aussi. J'entendais en parler de trésor, etc., de prise de risque. Bon, évidemment, quand on s'est brûlé les ailes une fois, après on fait un petit peu attention. Donc c'est mon cas. Donc je gère aussi mon entreprise différemment, à la fois sur ses risques et aussi d'un point de vue personnel, c'est-à-dire je vais moins me crever comme j'ai pu me crever quand j'étais jeune. D'abord parce que je suis moins jeune. Et, il faut y aller peut-être plus lentement, plus sûrement. Vous dites je suis plus marathonien que sprinter en fait. C'est ça. Je suis plus marathonien que sprinter et aussi le temps fait qu'on délègue mieux et qu'on gère mieux. Et donc je pense que c'est aussi ça. Et c'est quoi ? Vous avez mûri ? C'est la sagesse ? C'est quoi ?
Ouais, c'est l'envie d'être plus heureux, tout simplement, de faire les choses. Est-ce que ça serait quand même comme message la clé en fait de la réussite, c'est-à-dire de pas vouloir aller trop vite, se poser, bien étudier les choses, s'entourer des bonnes personnes, d'avoir les bons conseils. C'est pas facile. Puis l'expérience. L'ambition, on a envie toujours d'aller plus fort, plus vite, la culture de la gagne, etc. Donc il faut arriver de temps en temps un peu à ralentir le système, tout simplement. Parce que parfois, plus, c'est pas forcément mieux. Voilà. Donc, y aller avec un rythme qui est maintenant aujourd'hui le mien et qui me va bien, qui fait que toutes les choses se mettent en place très bien. Et peut-être que finalement, je vais peut-être aller plus vite qu'en essayant d'aller plus vite. Voilà. D'accord. Et le but, c'est d'être pleinement en phase, d'être complètement aligné sur ces valeurs. Et toutes ces années et ces échecs, ces embûches, elles vous ont permis de rebondir et d'être là où vous êtes aujourd'hui. Donc comme quoi il y a toujours une issue à tout et bravo pour votre nouvelle entreprise. On peut vous applaudir évidemment.